Donc alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est vraiment je considère le cours aujourd'hui comme le point d'orgue du cours, c'est-à-dire on va démontrer la métrique de Schwarzschild, c'est-à-dire comment est-ce que l'espace-temps peut être décrit autour d'un objet massif. Ça va décrire le champ gravitationnel autour d'objets à symétrie sphérique, donc par exemple le Soleil, la Terre. Ça va nous amener à la notion de trou noir, donc toutes les choses qui vraiment sont attachées pour tout le monde à la relativité générale, et notamment des phénomènes un peu bizarres. Les trous noirs, c'est des objets qui ont des propriétés très particulières. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier, c'est d'abord démontrer la forme de la métrique de Schwarzschild, et on va voir quelques-unes des propriétés. Et le cours d'après, on verra vraiment les conséquences. Donc, le cours d'après, on se servira de ça pour étudier la déviation gravitationnelle de la lumière. Avec Pierre en TD, vous étudierez l'avance du périhélie de Mercure. Moi, je vous parlerai comme autre test du retard de l'écho-radar. Et puis, on fera une plongée dans les trous noirs, voir ce qui se passe quand on s'approche d'un trou noir. On va voir que la métrique de Schwarzschild qu'on va introduire, elle a des singularités. Quand on approche d'une certaine distance, une limite qui s'appelle l'horizon, il a l'air de se passer des trucs très bizarres. On va étudier ça vraiment en détail, voir ce que ça veut dire. Comme les autres cours, je vais aller assez vite sur certains trucs. Ma stratégie ici est un peu différente peut-être quand même des autres fois. C'est-à-dire que je veux vraiment présenter tout le calcul. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être vraiment simple en fait, comme je disais tout à l'heure à Pierre. Ça, c'est un étudiant de L1 pourrait faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais simplement réécrire quelques-unes des expressions qu'on a vues dans les cours d'avant. Il y a des choses qui étaient un peu compliquées et tout, mais on a obtenu des expressions, et on va les appliquer au cas d'un espace-temps autour d'un objet à symétrie sphérique. On va voir que la symétrie sphérique donne des contraintes sur ce qu'il doit y avoir dans le tenseur métrique, et on va en fait résoudre les équations d'Einstein. Comme je vous le disais la dernière fois, les équations d'Einstein, c'est des équations qui font intervenir les dérivés du tenseur métrique. Alors on se dit, ouais, on va arriver à des équations différentielles, ça va être monstrueux. Je vous ai dit la dernière fois que ça serait monstrueux. Ici, ça va pas être monstrueux en fait. Il se trouve que dans le cas de la symétrie sphérique, c'est extrêmement simple. Et quand je dis extrêmement simple, c'est le cas. Le seul truc, vous allez voir, le seul truc auquel on va arriver, qui va être un peu technique, on va dire, c'est qu'à un moment, on aura ça, deux fonctions inconnues, A et B, qui vérifient ça. Et il faudra savoir dire que du coup, ça veut dire que ça, c'est la dérivée de AB, et que donc AB est constant. Ça, vous savez faire. Voilà, si vous savez faire ça, vous savez faire tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, que ça soit simple du point de vue conceptuel comme ça ne veut pas dire que ça sera forcément très simple à faire. Si je vous laisse comme ça dans la nature, là tout de suite, tout le monde calculer, résolver les équations d'Einstein, vous êtes bloqué à plein d'endroits, parce que vous allez simplement être, où partir, comment enchaîner tout ça. Ça, je veux vraiment vous le présenter, mais par contre, je vais aller vite. Donc, typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des calculs qui vont être assez répétitifs. Je vais vous en présenter un en détail, on va même en faire des bouts ensemble, et puis les autres, je vous dirai, voilà, là, on fait de la même façon. Peut-être que je le ferai rapidement au tableau, pour pouvoir après, sur la vidéo, éventuellement le passer au ralenti, et puis mettre les différentes étapes, voilà. Parce que ça, c'est peut-être pas mal dans la vidéo d'avoir vraiment tout, si vous voulez le refaire, vous, crayon en main, et puis vidéo à côté, bon, on verra. Et donc, il y a des moments où j'irai assez doucement, d'autres assez vite, mais mon but, c'est vraiment quand même que vous ayez vraiment compris l'ensemble du calcul, qu'à la limite, si vous révisez ça chez vous et puis vous dites je me prends un après-midi, vous laissez vos notes de côté, si vous avez une bonne mémoire, vous allez démontrer la métrique de Schwarzschild sur un bout de papier tout seul, quoi, sans problème. Alors ça s'appelle deux métriques de Schwarzschild. En fait, la seule difficulté importante, c'est de savoir écrire Schwarzschild sans se tromper. Et l'idée, c'est la suivante. On va chercher le tenseur métrique Gemini autour d'un point, alors je vais mettre d'une distribution de masse qui possède la symétrie sphérique. Avant les équations d'Einstein qui font intervenir la courbure, ça fait intervenir les dérivés de ça, donc je les écrirai tout à l'heure, mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous montrer les contraintes que ça impose sur la forme de ce G mu nu, là, dire qu'on est autour d'un objet à symétrie sphérique, c'est-à-dire que G mu nu ne peut pas être n'importe quoi. Vous rappelez que le G mu nu, il intervient dans la métrique, c'est-à-dire que
il intervient dans cette expression-là qui donne l'intervalle ici, en fonction des coordonnées x nu. Si on est à symétrie sphérique, on a peut-être envie d'employer un système de coordonnées qui respecte cette symétrie sphérique. On va pas être... c'est un peu masochiste, disons, par exemple, de se placer en coordonnées cartésiennes quand on a un système qui est de symétrie sphérique. Donc on va prendre les coordonnées sphériques qui sont vraiment faites pour ça. Donc du coup, les dx mu, dx nu, là, ça va représenter ici c fois le temps, r, θ et phi, les coordonnées usuelles en coordonnées sphériques. Et donc ce que veut dire cette expression qui est ici, là, ça veut dire que quand si jamais on avait la forme de G mu nu ici, a priori ça va relier tout un tas de termes. Il y aura des termes en dt, dt, on aura quelque chose fois dt au carré, on aura des termes en dr fois dr, on aura des termes croisés, quelque chose fois dr fois dt. En fait, on aura toutes les combinaisons possibles des différentes composantes. Je vais en remettre encore un autre. On aura ici du dr, dθ, etc. Et en fait, les nombres que je mets ici, là, ça c'est simplement, ça c'est G00. Juste pour qu'on voit vraiment ce que c'est que les quantités qui interviennent là-dedans. Ça va être G1, 1. Lui, c'est C. Alors, la coordonnée, c'est CT, c'est pour ça que je mets le C devant. Ça, c'est G01, temps et R. Ça, c'est G1, 2, etc. On a tout un tas comme ça. Si on écrit la métrique la plus générale de ce type-là, en mettant des nombres ici et des fonctions à la place des G, on n'aura pas nécessairement quelque chose qui a symétrie sphérique. Le fait que ça soit symétrie sphérique, donc ça impose des contraintes sur la forme de ça, et une manière de les mettre en évidence, c'est de se dire la chose suivante. Quand on est dans un espace à symétrie sphérique, il y a certaines choses qui sont invariantes par rotation. Si j'ai une quantité qui est... si je suis à symétrie sphérique et que j'ai une grandeur qui est ici, si je fais une rotation du système de la masse, par exemple, qui est responsable du champ gravitationnel, il n'y a rien qui va changer. La quantité qui est ici, par exemple, le champ gravitationnel ici, va être le même que j'ai pris une distribution de masse comme ça ou que j'ai les tourner sur elle-même. Ça veut dire ça invariant par rotation et ça veut dire ça asymétrie sphérique. Donc ça veut dire que certaines quantités ne vont pas changer quand on va faire une rotation autour du centre qui contient la distribution de masse. Ça, techniquement, ça s'exprime très bien si l'on utilise des vecteurs. C'est-à-dire que vous vous rappelez la propriété suivante. Si j'ai un vecteur V et un vecteur W, le produit scalaire V scalaire W, ça c'est quelque chose qui ne dépend pas du système de coordonnées dans lequel on l'exprime. Si vous avez deux vecteurs comme ça, vous calculez le produit scalaire, vous prenez un autre système de coordonnées, vous allez trouver la même chose pour cette grandeur-là. On dit que c'est invariant. Et en particulier, quand on a une grandeur qui est invariante par rotation, invariant par rotation, ça veut dire que si je fais une rotation, cette grandeur-là ne va pas changer. Ça va être là. Ça nous aide à trouver la quantité qui est ici, parce que on peut construire vraiment la quantité, l'égalité qui est ici, en se rappelant que la chose suivante, en coordonnées sphériques, le vecteur position, je peux l'écrire de cette manière-là. RUR, et un déplacement élémentaire, dr, je peux l'écrire comme R dr fois UR, plus R dθ fois Uθ, si je l'écris bien, plus R sinus θ dφ fois Uφ. Ça, c'est le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques. Je ne vais pas revenir sur ça. Et ça veut dire que si j'écris ça vraiment en coordonnées, si je mets ici la composante suivante UR, Uθ, Uφ, R c'est R00, dr c'est dr, R dθ, R sinus θ dφ. Et du coup, je peux construire à partir de ça des grandeurs qui vont contenir des dr, des dθ et des dφ et qui vont être invariantes par rotation. En effet, si je calcule, par exemple, R scalaire dr, ça c'est un vecteur, ça c'est un vecteur. Si je fais le produit scalaire de là, celui-là il est particulièrement facile, ça fait ça fois ça, c'est juste R dr. Ça, R dr, c'est une quantité qui est invariante par rotation, parce que ça l'est. Donc si je calcule ça avec une certaine distribution de masse à symétrie sphérique et que je tourne la masse sur elle-même, et bien ça va rester la même chose. Ensuite, il y a une autre grandeur aussi qu'on peut construire comme un produit scalaire, dr scalaire dr. Dr c'est un vecteur et lui aussi c'est le même. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va être invariant par rotation, et lui on le calcule facilement à partir de ça. Le dr scalaire dr c'est juste la somme des composantes qui sont ici. Donc ça s'écrit ça simplement dr carré plus R2 dθ2 plus R2 sinus carré θ d phi. Voilà. J'ai aussi d'ailleurs R scalaire R
juste R carré. Savoir qu'un point, quand on fait une rotation que R est inchangé, ça ne devrait pas vous étonner. Oui, R, c'est la distance radiale, c'est pas affecté par une rotation. Et donc, si je veux construire quelque chose qui fait intervenir ici des dés de quelque chose, des dés de coordonnées qui vont par 2, parce qu'il y a des carrés ici, donc ici c'est dt carré, là j'ai dr dθ, il suffit de combiner les grandeurs qui sont ici et puis les dt. Dt, lui, il est à part, j'ai parlé ici de l'invariance de l'espace par rapport à une rotation. La variable temporelle, elle peut varier suivant dt. Et bien, je vais combiner les différentes grandeurs qui sont ici de manière à avoir que des grandeurs d'ordre 2, donc des d quelque chose fois d quelque chose. Et vous allez voir que ça va contraindre très fortement la forme du ds. En effet, le ds carré, du coup, si je veux construire tous les termes possibles, bah déjà, ceux qui ont que du temps, ça va être dt fois dt. Donc on a un dt carré. La grandeur qui est ici, je vais l'appeler grand C. Et je vais noter grand C de R. Donc ici, ça va être une fonction de R. Je peux mettre n'importe quelle fonction de R. J'utilise déjà ici le fait qu'on cherche une métrique qui est invariante par rotation, c'est-à-dire que ça ne va pas dépendre de θ ni de phi ici. Je cherche aussi une métrique qui est statique. Ça, en fait, c'est pas. On pourrait démontrer que nécessairement elle l'est, mais ce n'est pas mon propos ici. Je vais vraiment faire l'hypothèse ici. Donc, si la métrique est statique, la fonction qui est ici ne peut dépendre que du rayon. Donc, ça, c'est un terme, voilà, en dt carré. Pour le terme en dt fois dr, bah, je multiplie celui-là par le terme en dr, j'en ai un là. Donc, ça fait r fois dt dr, et puis fois ici une fonction que je vais noter grand D aussi de grand R. Pour les termes en dr au carré, ben là j'ai le choix, j'ai ça au carré. Et puis j'ai aussi tout ce terme-là, qui va aussi intervenir comme une autre fonction de R fois dr2 plus r2 dθ2 plus r2 sinus carré d phi 2. Donc est-ce que j'ai tout ici? Donc en prenant ça au carré, ça me donne de l'ordre 2, il est là. En prenant juste ça, c'est de l'ordre 2, bah, il est tout fait. Et le dt, j'ai mis au carré, je l'ai combiné avec un dr. Donc voilà l'ensemble des termes qu'on peut avoir. Vous voyez que donc ici, on n'a pas par exemple de terme en dθ d phi. On n'en a pas. Ça n'apparaît pas là-dedans. Si je mets un terme comme ça va briser l'invariance par rotation. Donc ici, vous voyez qu'on a une métrique déjà qui ne fait intervenir que 4 fonctions arbitraires, C, D, E, F. Donc, le problème général qu'on pourrait avoir en relativité, qui est de trouver la fonction G menu en tout point, ça fait intervenir 10 composantes indépendantes, mais en fait, on n'en a que 4 ici, du fait de la symétrie. On va voir qu'on peut encore réduire en fait, ce nombre de fonctions arbitraires ici. Il n'y en aura que 2 à la fin. En fait, il y en a 2 là-dedans qu'on peut supprimer. La première chose qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Je vais définir un nouveau temps, T', obtenu de la manière suivante. Alors, pardon, je n'ai pas de D ici. Je définis un temps T' tel que l'ancien temps qui est ici, T, est obtenu de la manière suivante. C'est le nouveau temps plus une fonction ici qui ne dépend que de la position. Ce que ça veut dire ça, si je le mets dans l'autre sens, ça va être plus pratique pour moi de l'utiliser dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je l'écris comme ça. Mais ça, on pourrait aussi l'écrire. T' est égal à T moins phi de R. Ça, ce que ça veut dire simplement, c'est que je définis un nouveau temps où, en tout point de l'espace, à tout rayon R, je décale l'horloge. Je décale simplement l'origine des temps. Voilà. Moi, je suis ici à un certain rayon, à une certaine distance du centre de la Terre. J'ai mon horloge qui est parti à 0 à un instant donné. Quelqu'un qui va être plus haut à l'étage du dessus, et ben lui, il va prendre comme origine des temps un temps différent. Vous imaginez que ça, c'est assez anodin, on a le droit de faire ça. C'est un système de coordonnées qui est tout à fait valide. On ne sait pas forcément coordonner tous sur l'instant qu'on considère comme étant 0. Quand je fais ce changement de coordonnées-là, j'obtiens que dt, c'est dt' plus phi' fois dr. Donc si je me déplace ici, je passe d'un point à l'autre, et ben je vais aller dans des régions où les instants n'ont pas la même origine, donc ça va décaler ce que j'appelle le temps. Et puis si un temps s'est écoulé, ben, on a aussi un dt qui est ici qui est relié au dt. Donc simplement en différenciant ça, j'obtiens ça. Le truc intéressant, c'est que si maintenant ça on le met sur l'expression du dessus, les deux termes jaunes qui sont ici, là je ne vais pas réécrire les autres parce qu'il n'y a pas de temps, donc c'est juste les deux termes jaunes que je vais réécrire ici. Ça s'écrit de la manière suivante. C, et je ne mets pas non plus la dépendance en R, je vais juste le grand C.
grand C fois dt au carré, c'est-à-dire tout ça, ça fait dt' carré, plus C, lui au carré, phi' au carré, dr2, plus le terme croisé, 2 phi', et j'ai encore un C, dr dt', donc lui c'est juste ce terme-là au carré, et puis j'ai celui-là, encore plus R fois D, dt' dr, plus R fois D, phi' fois dr au carré. Ici, là, j'ai simplement remplacé là-dedans le dt par cette expression-là, et si je ne me suis pas trompé, ça donne ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écrire ça comme ça? Vous voyez que là-dedans, les deux termes qui sont ici, lui et lui, je peux faire en sorte qu'ils se compensent. C'est-à-dire, je peux choisir la fonction phi. Là, pour l'instant, la fonction phi est complètement arbitraire. Je peux choisir phi tel que 2 phi' plus r fois grand D plus r fois grand D. Ça fasse 0. Ça, c'est facile à faire. Hein. Vous savez phi'. Phi' c'est moins r fois d sur 2 grand C. Ben voilà, si la fonction grand D et la fonction grand C sont données, je choisis une fonction telle que phi, telle que sa dérivée vaut ça, il suffit d'intégrer ça, et voilà. Donc, quel que soit le choix de C et de D que j'ai ici, je peux m'arranger pour redéfinir en tout point l'origine des temps, choisir la fonction phi ici, pour que ce terme-là s'annule avec celui-là. Donc là, c'est un choix particulier de l'origine en tout point de l'origine des temps, en tout point de l'espace. Et l'effet que ça a, donc, c'est de virer déjà le terme croisé qui est ici. Donc quand on réécrit la métrique, je vais le faire directement au tableau ici, quand on réécrit la métrique en termes de d' maintenant, de t', on se retrouve avec ici dt' carré, c'est ce terme-là. Lui, il a viré. Et on se retrouve maintenant ici avec un autre terme. Alors ce terme-là, le terme en dr carré, il va venir s'ajouter ici, donc on aura un autre terme en facteur. Cette fonction, je vais l'appeler grand G. Voilà. On peut l'obtenir facilement, on met ça dans l'équation du dessus, le grand G est relié à ce qu'il y avait ici, et puis à ce terme-là, et à ce terme-là aussi d'ailleurs. Donc lui plus celui qu'il y avait, je l'appelle grand G de R et je le mets ici. Bon. Donc ça, on n'a plus maintenant, si je choisis correctement la fonction phi, que 3 fonctions indépendantes dans la métrique. Je vais maintenant en enlever encore une des fonctions, en développant le terme qui est ici. Lui, je vais l'écrire de cette manière-là. F2R fois dr2 plus R carré F2R. Donc c'est ce terme-là que je vais réécrire en dessous. dθ2 plus sinus carré θ dφ2. Et ça, c'est ce terme-là. Voilà. Donc là, j'ai juste développé ce qu'il y avait pour l'écrire sous cette forme-là. Du coup, vous voyez que ce terme-là et celui-là sont encore une grande fonction. Donc, on aura un terme devant un dr carré et on aura un terme de ce type-là. Et bien là, je vais maintenant redéfinir ce qu'on appelle maintenant le rayon. Et je vais poser une nouvelle variable de rayon, R', telle que R'2 est égal à R2 fois F2R. C'est-à-dire qu'en fait, je redéfinis simplement les échelles spatiales en tout point. Voilà, j'ai une nouvelle coordonnée R' que je vais noter comme ça. Ça s'écrit simplement comme ça. Du coup, R' c'est égal à R fois F2R. Et je vais tout exprimer en fonction de cette variable-là. Puisque maintenant, si je le fais, je peux calculer dr'. On va obtenir un truc un peu compliqué, mais on aura quelque chose en fonction de dr. Voilà. Et surtout, le terme qui est ici, lui là, maintenant, ça va être R' au carré. Et il n'y a plus de fonction f. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on se retrouve ici avec une fonction de, non plus de R, mais de R'. On a un terme en dr carré qui fait intervenir le G qui est ici, le F qui a été transformé en remplaçant le R par le R', mais on aura de toute façon un terme, je vais l'écrire ici, le terme qu'on obtient c'est quelque chose devant un dt' carré, plus un quelque chose devant un dr' carré, plus le terme qui est ici, c'est-à-dire, voilà, lui, je vais juste le laisser comme ça, un R'2, lui en fait, maintenant il n'y a plus rien, c'est un R'2 simplement, R'2 fois tout ça. Avec le changement de variable qui est ici, j'ai une fonction qui est ici, une qui est là, je vais leur mettre des noms tout de suite, et puis ça. Alors il faut que je fasse quand même un petit peu attention à quelque chose ici, je n'ai pas vraiment prêté attention aux signes. Alors là vous auriez pu râler. Quand j'ai écrit ça, alors ce que j'avais, pardon, c'était ça.
c'est R'2 est égal à ça. J'avais écrit ça, d'accord? Ça, c'est OK si la fonction f est positive. Si elle est négative, ce n'est pas le cas. Alors, si on regarde bien la métrique qui est au-dessus, là, telle qu'elle est écrite là, dans le cas de la métrique plate, vous vous rappelez qu'on a ici un terme positif, puis des signes moins un petit peu partout là. On a un signe moins entre les variables spatiales et les variables temporelles. Donc, tel que c'est écrit ici, la fonction f est une fonction qui est négative. Pour que justement ça ait le signe opposé. Voilà. En tout cas, un signe opposé à celui de c. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre une fonction positive ici, et je vais prendre une fonction négative ici. Ce que ça fait à la fin ici, c'est que ça change simplement le signe qui est là. Si j'exprime tout en fonction des variables t' et r', je me retrouve avec ça. Ici, une grandeur que je vais noter b de r', moins a de r', et moins ce terme-là. Les signes qui sont ici, encore une fois, ils sont là pour préserver la signature de la métrique. On a toujours considéré là, depuis le début du cours qu'on a quelque chose de positif ici, quelque chose de négatif là. Donc au moins pour celui-là, je fixe déjà le signe de cette manière. Donc on se retrouve maintenant avec simplement deux variables, deux grandeurs indépendantes, grand B et grand A, et on va trouver ces fonctions-là. Et on va voir que ces fonctions-là obéissent à des équations différentielles très simples. Donc c'est ça qu'on cherche. Alors, je ne vais pas m'embêter dans toute la suite à noter des R' et des T', parce que vous allez voir qu'ils vont aller en indice, ces machins-là, dans des G, etc. Je vais noter G, indice R, RT, etc. Je ne vais pas mettre des indices R', parce que ça va être assez illisible. Donc je vais les appeler R et T dans toute la suite, ça. Je vais l'écrire comme ça. Donc il faudra bien se rappeler que ce qu'on appelle R et T ici, ce n'est pas forcément les mêmes que les coordonnées de départ. D'accord? Et là, pareil. Alors ça, je vais le noter dans un coin. Ça nous donne la forme du tenseur métrique G nu. Et on lit directement, si j'écris ça sous forme matricielle, comme je l'ai fait pas mal de fois avant, ça se note comme ça, c'est B de R ici, moins A de R, moins R2 ici, et moins R2 sinus carré θ, ici, avec des zéros partout ailleurs, donc à une diagonale. Voilà. Donc on a un G mu de cette forme-là, la symétrie sphérique nous impose quelque chose de ce type-là. À partir d'ici, il n'y a vraiment quasiment pas besoin de réfléchir. Ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est la chose suivante. On va calculer les différentes grandeurs gamma, lambda, mu. Ça, on l'avait fait qu'un petit peu l'autre fois en dimension 2. Là, on va le faire avec la matrice, avec le tenseur métrique qui est là. Vous allez voir, c'est pas tellement plus compliqué. Hein. Il faut prendre son temps, le faire calmement, mais ça se fait vraiment bien. Donc, on va calculer ces grandeurs-là. À partir de ça, on va calculer les R. On va calculer tout un tas. On va écrire les équations d'Einstein. Je vous rappelle que les équations d'Einstein s'écrivent R mu nu, donc on les déduit à partir de ça. Je vous rappellerai comment. Est égal à ici quelque chose qui dépend du contenu en matière. Nous, on va s'intéresser aux équations d'Einstein dans le vide. On a une masse ici qui crée un champ gravitationnel et on se place autour, là où il n'y a pas de masse. Donc en fait, le terme qui est ici, ça va être 0 tout simplement. Donc à partir de ça, on aura un ensemble d'équations différentielles. On va voir qu'on en aura différentes suivant le choix de mu et de nu. Et on verra qu'on en prendra deux en particulier de ces équations-là. On verra que deux d'entre elles suffisent à déterminer A et B de façon simple. Et ça va nous donner ça la métrique de charge. Donc voilà le programme pour la demi-heure, 3 quarts d'heure qui vient. Vous êtes prêts? Alors, c'est là où je vais vous demander un petit peu de participer de temps en temps papier crayon en main. Je vais d'abord vous réécrire la matrice G mu nu avec les indices en haut parce qu'on en aura besoin pour cette quantité-là. Et on va calculer ensemble certaines des grandeurs qui sont là. Donc vous vous rappelez comment on calcule l'inverse G mu nu ici dans ce cas-là? On prend simplement l'inverse des composantes, elle est diagonale, donc c'est vraiment super simple. C'est 1 sur B de R ici, moins 1 sur A de R, moins 1 sur R2, et moins 1 sur R carré, sinus carré θ. 0, hop, et des zéros partout. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette matrice-là? Parce qu'elle intervient là-dedans. Donc on va calculer ça. Dont la définition, c'est 1,5 de G avec lambda rho en haut, G lambda mu, moins G mu, G lambda mu, mu,
c'est un plus ici, moins un G diminue, virgule, et c'est un ρ ici. Et là, du coup, c'est un ρ ici aussi. J'ai déjà mis lambda parce que je sais que ici, ça va être ρ égale lambda qui va intervenir tout le temps, mais l'expression générale, c'est celle-là. Donc ici, on en a. Donc ça, on va la représenter comme des matrices. On va en avoir 4. On va voir si lambda est égal à t, on aura lambda t mu qui va être une matrice 4, 4. Et on va faire pareil avec lambda égale r, θ et phi. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par effectivement ça. Le gamma qui est ici avec un t en haut. Donc je commence par remplacer bêtement lambda par t. Et la première manip, on va la faire ensemble, parce que celle-là, elle est vraiment élémentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'élémentaire là-dedans? Là-dedans, effectivement, remplacer ρ par t, puisque la matrice qui est ici est diagonale. Le seul élément gt de quelque chose, c'est gtt. Donc ici, dans la somme sur ρ qui est ici, le seul élément non nul, c'est celui pour lequel ρ est égal à t. Donc je vais effectivement le faire directement là-dedans. T. 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 Alors ici, là aussi, il y a encore deux choses du coup évidentes qui en découlent. Ça, lui, on va remplacer par sa valeur. Le gtt qui est ici, c'est 1 sur b. Donc ça, c'est simplement 1 sur 2b fois quelque chose. Et là-dedans, on voit tout de suite que lui, il est nul. Ça, je vous rappelle que les virgules, ici, ça veut dire des dérivées par rapport à. Donc ça, c'est une dérivée par rapport au temps. On n'a absolument rien qui dépend du temps. Donc là, ce terme-là, ici, va être nul tout le temps. Donc on se retrouve avec voilà, ce genre de terme à calculer. Plus gt mu, virgule mu. Et il faut calculer ça, du coup, pour toutes les composantes mu et nu possibles. Donc ça va être ça, une matrice 4, 4. Alors, est-ce que vous voyez... Alors, on va commencer par les faire un par un, plutôt que de chercher ceux qui ne sont pas nuls. Si je prends le terme qui est ici, là, dans cette matrice, c'est celui pour lequel mu et nu sont égaux à t. Donc là, on aura simplement gtt virgule t plus gtt virgule t. Ce sont dans les deux cas des dérivés par rapport au temps. Donc ça fait 0, il n'y a rien qui dépend. Ici, ça fait 0. Maintenant, celui-là, le terme qui est ici va être intéressant, lui. C'est celui pour lequel mu est égal à t et nu est égal à r. Si j'ai mu égal à t et nu égal à r, j'obtiens un terme de ce type-là, plus tr virgule t. Bon, lui, ça fait 0, mais pas lui par contre. Lui, gtt virgule r, c'est la dérivée par rapport à r de lui, de gtt. Donc c'est b'. Donc ici, je me retrouve simplement avec b'. La matrice, cette matrice-là est symétrique sur mu et nu, donc je peux déjà remplacer ici, avec le b' qui est ici. Voilà. Le terme qui est là, c'est celui pour lequel mu et nu sont égaux à r. Là, c'est vite vu aussi. Si mu est égal à r, ici on a du gtr. G est diagonale, donc dès que les deux indices ici sont différents, pouf, ça fait 0. Donc mu égale R, ça fait 0. Ici, nu égale R, ça fait 0. Donc le terme qui est ici est nul aussi. Et donc on peut regarder dans cette matrice-là un peu partout. Pour que ça ne soit pas nul, il faut que ça soit des dérivés par rapport à R, ici. Parce que dérivé par rapport à T ou à θ, θ il y en a une qui est ici, il faut faire un petit peu attention. Mais là, ça ne va pas intervenir. Vous pouvez tous les regarder comme ça, ça va faire vraiment 0 partout. Donc là, je passe vite par contre, vous les referez l'un par un. On va passer après plutôt à celui pour lequel l'indice est R ici, qui est un petit peu plus intéressant. Donc voilà, celle-là, elle s'écrit de cette manière-là. Et je vais la reporter où? Ça, j'ai besoin de l'avoir sous les yeux. À la limite, je peux la mettre hors champ de la caméra, c'est pas grave. Je vais la mettre là, et puis vous les ayez sous les yeux. Gamma dit t mu égale à 1 sur 2b, facteur de 0, b', 0. Hop. Et je suis d'accord avec moi-même, super. Alors ensuite, maintenant, si je mets R ici, je remplace simplement les t par des R. Et ici, je l'ai barré, donc je vais débarrer parce que je n'en sais rien si ça va faire 0 ou pas. Voilà.
Comme tout à l'heure, la première manip très simple, c'est que je remplace ici GRR parce que ça vaut, c'est-à-dire lui, moins 1 sur 2A, voilà, et fois tout un tas de trucs qui sont là, c'est parti, ça aussi on va le mettre sous la forme d'une grande matrice. Mu égale nu égale R, non égale T, pardon, on va commencer par lui ici. Donc si mu et nu sont égaux à T, ici on se retrouve avec GRT, ça fait 0. En plus on dérive par rapport à 0, donc par rapport à T, donc c'est ici, même raison, même résultat. Et ici, donc quand mu et nu sont égaux à T, on se retrouve avec moins GTT à dériver par rapport à R. GTT c'est lui. Donc on a moins ça à dériver par rapport à R. Et il y a moins B'. Voilà, lui il vaut moins B'. Le terme qui est ici maintenant, c'est celui pour lequel mu est égal à T et nu est égal à R. Mu est égal à T, donc ça fait ici GRT, ça fait 0, on s'en fout. Ici, GR, virgule T, ah tiens, lui on s'en fout pas. Je vais peut-être l'écrire du coup, celui qui est ici là, c'est GR T virgule R plus GRR virgule T moins GRT virgule R. Donc j'ai remplacé ici mu par T et nu par R. Donc on voit là-dedans que ce terme-là est nul. Ce terme-là, ils sont tous nuls en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'hésitais, donc ici ça fait 0. Du coup ici aussi. Maintenant le terme en RR. Ah lui il est bien le terme en RR. Il est bien parce que c'est 3 fois la même chose. Si je remplace mu et nu par R, on a vraiment 3 fois la même chose. Donc celui-là se simplifie avec celui-là, il n'en reste qu'un. Et on a à dériver GRR par rapport à R, c'est-à-dire lui. On a dérivé ça par rapport à R, ça fait moins A'. On va faire les termes diagonaux là. Celui en θ, θ. Celui pour lequel mu vaut θ et nu vaut θ. Si mu vaut θ, on a GRθ, ça fait 0, c'est de la matrice diagonale. Ici, pour la même raison, ça fait 0. Par contre, là, on a moins gθ, θ à dériver par rapport à R. Moins gθ, θ, c'est moins lui. Donc ça fait R carré à dériver par rapport à R, 2R. Et pour exactement la même raison, celui en phi, c'est avec moins la dérivée de ça par rapport à R. C'est exactement le même raisonnement. On a ici du coup 2R sinus θ, 2R sinus carré θ. Et donc, si vous regardez calmement ce truc-là, vous apercevrez rapidement que les termes non diagonaux ici sont tous nuls. Donc, je vais le réécrire ici en distribuant le signe moins pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa à écrire. 2A facteur de, c'est parti, B', A', moins 2R sinus carré θ. Je suis encore d'accord avec moi. Ça va être une grande journée. Θ. Alors lui, le gθ θ en haut, c'est lui. Je remplace bêtement ça par... Pardon, je l'ai effacé alors que depuis tout à l'heure je le réécris en bas, je vais le refaire ici. Moins 1 sur 2r carré, facteur 2, c'est pareil, grosse matrice. Le terme pour lequel mu et nu sont égaux à t. Donc ce terme qui est ici, en haut à gauche dans la matrice. Donc si j'ai t ici, ça fait 0, gθ t, ça fait 0. Pareil ici, parce qu'on a deux indices différents. Et là, j'aurai par contre la dérivée de gtt par rapport à θ. Gtt, c'est lui, ça ne dépend pas de θ, poum 0. Le terme qui est ici, c'est celui pour lequel mu vaut t et nu vaut r. Là aussi, s'il y en a un qui vaut t, l'autre qui vaut r, il n'y en a aucun qui vaut θ, donc ça vaut 0, ça vaut 0. Et ici, on a dérivé le grt par rapport à θ, il n'y a pas de grt, donc ça fait 0. Pour la même raison, ici, vous avez des zéros partout, je vous laisserai regarder. Donc, du coup, on a des zéros partout ici. On va passer aux quantités un peu plus intéressantes. Celle-là, c'est celle pour laquelle mu et nu valent R. Donc, on a ici gθr, ça fait 0, il n'y en a pas. Gθr, ça fait 0. On a grr à dériver par rapport à θ. Ça ne dépend pas de θ ici, donc ça fait 0 aussi. Lui, par contre, il va être pas mal.
lui, c'est la composante R θ. Mu est égal à R, G est égal, et nu est égal à θ. Donc, lui, je vais peut-être l'écrire du coup. Donc, je remplace mu par θ et nu par R. Ça fait G θ virgule R plus G θ R virgule θ moins G θ R virgule θ. Donc ces deux quantités-là sont nulles et de toute façon s'annulent l'un l'autre, mais il y a celui-là qui n'est pas nul. G θ dérivé par rapport à R, ça fait lui, ça fait moins de R. Le terme qui est ici, c'est celui en phi et en R. Donc là, vous pourrez vous convaincre aussi que dès qu'il y a du phi, s'il n'y a qu'un seul phi dans les expressions, là, ça va forcément faire 0. Donc là, ça fait 0. Là, ça fait moins 2R. Là, ça fait 0. Le terme qui est ici, en θ, là, c'est vite vu aussi. Hein. Si c'est θ, je remplace tout par des θ. Donc c'est 3 fois la même chose. C'est 3 fois G, θ, virgule θ qui intervient. Or, si je dérive G, θ, virgule par rapport à θ, ça donne 1. Donc ça fait 0. Vous vérifierez facilement que lui fait 0, lui fait 0, et ce terme-là il est intéressant aussi. Enfin, il est intéressant, il n'a pas donné 0. Parce que si je fais là-dedans mu et nu qui sont égaux à phi, donc j'ai ici g θ phi ça fait 0, g θ phi ça fait 0, mais ici j'ai g phi phi à dériver par rapport à θ. Or lui là il dépend de θ, g phi phi c'est lui, ça dépend de θ. Donc je me retrouve ici avec le terme qui est, attention, moins la dérivée de g phi par rapport à θ. Donc moins la dérivée de ça par rapport à θ. Moins par moins, ça fait plus. Et donc j'ai juste à dériver ça par rapport à θ, et ça donne 2r carré sinus θ cos θ. Voilà. Donc je vais ça aussi le réécrire en distribuant ce terme-là à l'intérieur. Et ce terme-là donne donc gθ θ. Gθ nu est égal à 0. Alors le seul terme nul, c'est ici, on a 1 sur R. Zéro, 1 sur R. Et ici, on a, donc quand il divise par 2, R2, il ne reste pas grand-chose, il reste que sinus θ, cos θ. Voilà, et le dernier, avec des phi. Encore une fois, G et phi en haut, c'est lui. Ça fait moins 1 sur 2R2 sinus carré θ. Et donc, c'est parti. Les termes avec du temps, ça va tout le temps faire 0, hein, parce que ou bien je dérive par rapport au temps, et dans ce cas ça fait 0 et rien qui dépend du temps, ou bien je mélange phi avec un temps, et dans ce cas ça va faire 0. Et ici, il n'y a rien qui dépend de... Ah, il n'y a rien qui dépend de phi. Oui, si mu et nu sont égaux à t, il n'y a rien qui dépend de phi. Donc ici, ça va faire 0 ici dès qu'il y a du temps qui rentre dans le là-dedans. Alors, RR, ici je mets des R partout, 0, 0. Ici j'ai GRR qui ne dépend pas de phi, donc ça fait 0 aussi. Là où ça va commencer à devenir intéressant, c'est quand en fait un des mu va être égaux à phi. Quand on va taper sur ce terme-là en fait. Et ça, c'est par exemple le terme qui est ici. Le terme qui est ici, c'est mu est égal à phi, nu est égal à R. Ça, c'est phi R. Donc je vais recopier tout ça là en remplaçant mu par phi et nu par R. Donc ça, c'est G phi phi virgule R. Ah tiens, lui, il n'est pas nul. Plus G phi R virgule phi, lui, il est nul. Moins G phi R virgule phi, lui, il est nul aussi. Et donc le terme qui est ici, du coup, il y a lui. Et lui, c'est vite vu, hein, c'est la dérivée de ça par rapport à R. Donc ici, c'est moins 2R. Sinus carré θ. Et là aussi. Allez-y, hein, si je vais vite ou si vous voulez un... Non, c'est juste que chaque fois, c'est une colonne ligne. C'est pareil. Oui. Alors effectivement, peut-être que j'intervertis à chaque fois le mu comme colonne comme ligne et nu comme ligne. L'inverse, mais la matrice est symétrique, donc ça n'a absolument aucune influence ici. Voilà, le terme qui est ici en θ, vous vérifierez aussi facilement qu'il est nul. Et celui-là, il est intéressant aussi, puisque ça, c'est le terme en phi, θ.
Donc, je remplace mu par phi et nu par θ. Donc, j'obtiens un terme de ce type-là. Et encore une fois, c'est ce terme-là qui n'est pas nul, donc il faut dériver g phi ici par rapport à θ. Et donc ça donne ici moins 2r carré, je dérive par rapport à θ, donc ça fait sin θ cos θ. Et j'ai la même chose ici, ça, ici c'est la même chose que là. Et le terme qui est ici, c'est en phi, donc j'ai g phi, virgule phi. Pourquoi j'ai l'impression que ce terme-là, il devrait être nul? C'est le cas ou pas? Ici, c'est... Il n'y a que des phi partout. Oui, bah non, il n'y en a pas. Donc ici, c'est que des g phi, virgule phi. Donc c'est la dérivée de ce terme-là par rapport à phi, il n'y a pas de phi là-dedans. Donc effectivement, ici, ça fait 0. Voilà. Donc je recopie cette dernière matrice. Et après, vous allez pouvoir vous mettre au boulot avec une mission. Donc je divise tout ici, bah, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste 1 sur r ici. Et il reste, ici, il y a plein de trucs qui simplifient aussi, il reste cos θ sur sin θ. C'est cotangent θ en fait, hein, ici. Cotangent θ, 0. Cotangent θ, 1 sur r. Et tout le reste, c'est des 0. Voilà. Alors, encore une fois, oui, c'est pas très compliqué, il faut le faire de manière posée, il ne faut pas hésiter à se prendre des petits brouillons sur le côté, des petits brouillons et écrire des choses comme ça, mais là, c'est vraiment très mécanique, une fois qu'on a compris ce que sont les termes qui sont ici, ce que c'est qu'une somme sur les indices qui sont répétés. Bon. Donc là, on a ces quantités-là. Maintenant, on va calculer les composantes du tenseur de courbure. Pour ça, je vais vous rappeler la définition du tenseur de courbure. Et on va en faire un en détail. Je vais vous rappeler que le tenseur de courbure s'écrit. Alors on avait plusieurs définitions, mais une des définitions elle était de ce type-là. Mu alpha virgule mu moins ça, mu virgule alpha, plus une somme de ce type-là. On a ici mu, et là on a mu alpha. Voilà. On avait quelque chose on avait cette expression-là qu'on avait écrite la dernière fois. Donc il va falloir dériver, si on veut calculer ces grandeurs-là, donc il y en a plein, hein, il y a 4 choix possibles pour chacun, donc 4 x 4, 16, x 16, 256. C'est vrai, oui, ça commence à faire beaucoup, on ne va pas tous les écrire, on n'a pas besoin de tout d'ailleurs. Parce que dans les équations d'Einstein, ce qui intervient, je vous le rappelle, c'est R nu, c'est tenseur de Ricci, c'est ce qu'on obtient en contractant cette grandeur-là sur le premier et sur le dernier indice. Donc c'est de ça dont on va avoir besoin ici, c'est des grandeurs qui sont là. Donc on n'a pas besoin vraiment de tous les termes, enfin, on a besoin en fait, nous, de la somme des termes qui apparaissent là-dedans. Donc il va falloir de toute façon les calculer individuellement, mais à la fin, ce dont on a besoin, c'est ce qu'on obtient ici en sommant sur le premier et le dernier indice. Donc je vais remplacer là-dedans simplement alpha par lambda. Encore une fois, typographiquement, faire une contraction, c'est super simple, on remplace une lettre par une autre. Voilà. Là, on a la quantité qui nous intéresse. Ça, c'est R mu. Et des grandeurs de ce type-là, on va en avoir plein. Ça, c'est une grandeur qui est symétrique, donc on en a 10 différentes a priori. On va en calculer quelques-unes. On va en fait, nous, se concentrer sur RR, c'est-à-dire celles pour lesquelles mu et nu sont égaux à R. Alors que déjà, là, il y a un peu de travail. Donc, je remplace pour l'instant bêtement mu par, et nu par R. Faites-le aussi si vous voulez, et c'est vous allez commencer à vous poser la question de ce que ça vaut, ces trucs. Alors je vous conseille, on va même le faire ensemble, ce n'est pas qu'un conseil, on va calculer ces trucs un par un. On a 4 termes dans cette somme ici. Lui, je vais l'appeler 1, lui, je vais l'appeler 2, lui, je vais l'appeler 3, lui, je vais l'appeler 4,
Et on va s'intéresser à chacun d'eux, on fera la somme à la fin. Donc déjà, intéressez-vous pour l'instant à 1, qui est donné par ça. Calculez ça. Si ça vous aide, écrivez la somme explicitement. Ça, c'est une somme avec lambda qui prend 4 valeurs différentes. Écrivez ça, si vous voulez, sous la forme de 4 termes. Et les 4 termes qui vont apparaître, vous allez ensuite aller les piocher vraiment dans les matrices qui sont écrites à gauche là-bas. Voilà, donc là pour le coup j'ai effectivement fait ça, j'ai explicité la somme. Et alors une fois qu'on a ça, bah là il suffit vraiment d'aller lire dans la matrice qui est là-bas, le premier terme. On va lire dans la matrice T, gamma T, alors on va lire le terme RT. La T c'est celle-là, le terme RT c'est le B' qui est ici, enfin c'est B' sur 2B, et on veut la dérivée de ça par rapport à R, bah voilà. Donc c'est la dérivée de B' sur 2B par rapport à R. Je vais noter comme ça. Voilà. Et bien on fait ça pour tous. Ici, dans la matrice gamma R, j'ai besoin du terme RR. C'est-à-dire c'est lui. Et je veux le dériver par rapport à AR aussi. Donc, du coup, on se retrouve avec A' sur 2A prime plus ce terme-là, donc gamma θ R θ, alors on n'a pas de chance, on tape toujours sur ceux qui ne sont pas nuls. Donc ici c'est celui-là, et c'est la dérivée de ça par rapport à R. La dérivée de 1 sur R par rapport à R, c'est moins 1 sur R2. Voilà. Et lui, on va aller chercher le terme en R phi, poum, on tape encore sur celui-là, et on veut sa dérivée par rapport à R, donc encore le même terme qui est ici, moins 1 sur R2, on l'a deux fois. Donc voilà, le terme grand 1, enfin le terme 1 qui est ici, il faut ça. Bah, faites pareil avec le 2 maintenant, avec le 3 et puis le 4. Alors le 3 et le 4 sont un peu plus compliqués parce qu'il y a deux sommes implicites. Mais déjà le 2, faites-le et dites-moi ce que vous Là, j'ai envie de parler deux termes directs sans me poser de questions. Le dernier, ouais, pourquoi? Il n'y a rien qui dépend de phi. Et pour la même raison, le premier, il n'y a rien qui dépend de t. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller voir dans les associations dans les matrices. Ça fait 0. Ça fait 0. Il ne reste que deux termes dans celui-là. Et ensuite, le RR, on l'a déjà calculé, celui-là, il est déjà intervenu. Le RR, c'est A' sur 2A. Donc on se retrouve ici avec A' sur 2A. Et puis lui, c'est la composante RR de gamma θ. C'est 0. C'est vrai ça? Oui. Ouais, très bien. Ouais. Lui, là, il vaut 0. Donc ça va dériver vaut 0. Donc voilà, c'est juste ce terme-là. Et du coup, on voit que quand on fait 1 moins 2, je vais commencer à reporter les termes. Vous voyez qu'on fait donc ça moins ça, du coup, pour la première partie ici. Et ce terme-là simplifie avec celui-là. Donc déjà, il reste vraiment pas grand-chose. 1 moins 2, ça fait ce terme-là, plus celui-là. Donc ça, je vais les écrire en haut. Alors, bon, le tableau, il est un peu petit pour faire ce genre de calcul, mais je pense qu'on va s'en sortir. Okay. 1 moins 2. Je ne peux pas faire pointillé, là, je suis super frustré. B' sur 2B prime moins 2 sur R carré. Voilà, il ne reste que ça, pour 1 moins 2. Donc je vais les effacer, on va maintenant passer au calcul de 3.
le calcul de 3 n'aura pas lieu. Oui, ok, c'est fait. Je suis d'accord. Bon. Alors lui, c'est pareil, je vais aussi l'expliciter, mais en 2 fois. Là, on a 2 sommes qui sont intriquées. Hein. On a une somme sur lambda, donc lambda prend de valeur différente, et une somme sur état. Je vais commencer par expliciter la somme sur lambda. Donc ça fait t r état. Je remplace ici lambda successivement par les différentes variables, et puis j'ajoute tout ce que je trouve. R. Chacun des termes qui sont ici est lui-même une somme de 4. Hein. Alors, je ne vais pas faire ici l'exercice de tout développer, on va essayer d'être un petit peu malin et de regarder les scruter ces termes-là. Mais encore une fois, réfléchissez-y, posez-vous la question de ce que ça vaut ce terme-là, tranquillement, et après on fera les autres un peu plus rapidement. Alors, on peut faire toutes les sommes comme ça, mais vu qu'il y a quand même pas mal de zéros dans les matrices qui sont là-bas, donc il faut en profiter. Regardez bien quels sont les gamma, quelles sont les matrices gamma pour lesquelles vous avez effectivement un indice RT qui n'est pas nul. Donc, autrement dit, demandez-vous quel état vont vous contribuer là. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. RT, c'est celui qui est là en fait, hein, d'accord? Bah, il y a cette matrice-là, ok, celui-là non, et celui-là non. Donc en fait, la seule matrice pour laquelle il y a une composante RT non nulle, c'est celle pour laquelle vous avez T en haut ici. Donc dans la somme ici, je vais remplacer état par T, il n'y a que T qui contribue là-dedans. Je vais le faire direct, pouf. Voilà. Et il se trouve, bah, c'est 2 fois le même terme ici, donc c'est gamma T RT, c'est celui qui vaut... c'est un T en haut, donc c'est lui là, c'est B'. Donc lui c'est B' sur 2B au carré. Bah, faites le même raisonnement pour les autres. Ouais, effectivement, là, on est dans la même situation, sauf que c'est pour état égale R ici. Ouais. Vous le voyez tous, hein, si on regarde ici, donc si on regarde ce terme-là, a priori, il y a 4 possibilités pour état, et à chaque fois, il faut aller choper la composante RR. Si je regarde là-dedans, la composante RR, c'est celle qui est ici. Là, c'est 0, là, c'est pas 0, donc celle-là, on la garde. Là, c'est 0, et là, c'est 0. Donc, en fait, c'est que cette matrice-là qui va compter. Donc, c'est que la valeur R de l'état qui va effectivement contribuer. Donc, ici, c'est R, et là, c'est R. Donc j'ai cette composante-là qui n'est pas nulle, que je viens d'aller voir, que j'ai oublié, à mettre au carré. Donc c'est celle-là, c'est A' sur 2A. À mettre au carré. Voilà, même chose pour les suivantes. C'est parti. Ici, j'ai une composante Rθ. Rθ, c'est celle qui se trouve ici. 0, 0, 1 sur R et 0. Donc en fait, il n'y a que celle-là, il n'y a que celle pour laquelle état égale à θ qui joue. Donc ici, je mets θ, là, je mets θ, et je vais aller, c'est encore une fois un carré ici, hein, c'est le carré de cette fameuse composante non nulle ici, qui était 1 sur R. Donc ici, c'est plus 1 sur R au carré. Et celle-là, de la même façon, maintenant, c'est la composante R phi. R phi, c'est celle-là, 0, 0, 0. Et là 1 sur R. Donc c'est seulement le cas état égale phi ici qui intervient. Et la valeur ici c'est 1 sur R, donc je me retrouve avec 1 sur R au carré. Donc voilà ce que vaut le terme 3. Vous remarquez un truc sympa encore une fois là, du point de vue du calcul, c'est que ici vous avez un 2 sur R carré qui intervient et qui va se simplifier avec lui. Ça ne va pas faire 0 à la fin, automatiquement, l'équation va être relativement simple. On commence à voir là quelque chose se simplifie. Voilà, donc le 3 il est fait. On va tout faire, hein, comme ça on pourra dire qu'on a effectivement tout fait. Donc le 3, je vais l'écrire ici. C'est B' sur 2B au carré
plus A' sur 2A au carré, plus 2 sur R carré. Et maintenant, donc, je vais écrire le 4. Puis ce sera fini pour les gros calculs de Bouvin. 4. Plutôt que de savoir ce que je change et ce que je ne change pas, je vais tout réécrire, ça ne peut pas me tromper. 4, il est là. Et alors, c'est le lambda, donc c'est TT. Et à chaque fois, c'est θ. C'est un RR. Voilà, et ici, c'est RR, θ, et phi. Voilà, exactement comme tout à l'heure, c'est parti. Hein. On peut regarder sur lesquelles ont des composantes temporelles, par exemple. Ici, les composantes temporelles, c'est simplement... non. Pardon, on va plutôt regarder, c'est plus facile de regarder sur quelle matrice on a des éléments non nuls. En fait. Donc on va regarder quelles matrices ont des composantes RR qui ne sont pas nulles. RR, c'est là, donc là, ça fait 0. Pas 0, donc on garde 0 et 0. Donc c'est que celle-là. C'est celle pour laquelle état est égal à R. RR. Le gamma RRR, il fait A' sur 2A. Et lui, TTR, ça fait B' sur 2B. Voilà. Ici, la composante, en fait, c'est vraiment toujours pareil, hein, parce que ici, c'est toujours le raisonnement que je viens de faire ici, en fait, c'est le même gamma qui intervient. Donc, ici, ça va toujours être A' sur 2A avec ici R et R, pour exactement la même raison. R, ici R, avec A' sur 2A, et là R et R, avec A' sur 2A. Et puis le terme qui est là, du coup, ici c'est de nouveau A' sur 2A. Ici c'est θ, θR. θ, θR, c'est 1 sur R. Plus phi, R. Phi, R, c'est 1 sur R ici. Voilà. Donc 4 vaut... j'efface ce qui m'embête. A' sur 2A fois B' sur 2B plus A' sur 2A au carré plus ce terme-là en double, 2 fois ça, c'est-à-dire j'ai A' sur R fois A. Et je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est 1 moins 2 plus 3 moins 4. C'est parti. Donc 1 moins 2, on a ça. Ça fait B' sur 2B'. Le moins 2 sur R ici, quand je ajoute le 3, c'est-à-dire que j'ajoute ce terme-là, lui va se simplifier avec lui. Voilà. On voit aussi dans les simplifications que quand je vais faire 3 moins 4, 3 moins 4 c'est lui moins lui, vous voyez que ce terme-là se retrouve ici et là, donc lui se simplifie avec lui dans la différence. Donc il reste finalement 1 moins 2, donc c'est lui. Donc, ce qui reste du terme 3, c'est B' sur 2B au carré. Et ce qui reste du terme 4, on a A' B' sur 4AB plus, et donc moins, pardon, A' sur R fois A. Et ça, je vais le développer un tout petit peu, ça simplifie aussi encore quand on calcule vraiment explicitement la dérivée qui est là. Donc on a la dérivée d'un quotient. Je dérive ça, ça fait B seconde sur 2D, moins B' au carré sur 4 sur 2, B au carré. Ce coup-ci, c'est correct. Et donc, quand je reporte ça au-dessus, ça fait. Donc, le tout fait B seconde sur 2B. Ce terme-là avec celui-là, donc lui-là, on se retrouve avec B' sur 4 B carré. Donc, on a 1 quart moins 1 demi, ça fait moins 1 quart.
là, ça fait un A'B' sur 4AB. Et ça, c'est moins A' sur RA. Et ça, du coup, je peux le réécrire d'une manière qui va être un petit peu plus utile pour la suite. B' sur 2B. Et je mets en facteur B' sur 4B. Parce que du coup, ça me donne ici, il reste B' sur B. Lui, c'est A plus A' sur A. Moins A' sur RA. Donc voilà la composante RR, le tenseur de courbure, en fonction des fonctions inconnues grand A et grand B. Donc, je vais vous écrire ce qu'on trouve pour la composante TT, puis on va s'arrêter faire une petite pause là, moi j'en ai besoin, donc ok, puis on reprendra 10 minutes après. Donc simplement, donc ça c'est la composante RR qui donne ça. Quand on fait le même calcul qui est vraiment aussi long, qui n'est pas plus facile ou plus difficile, mais pour T, on trouve ça, RTT est égal à moins V seconde sur 2A plus B' sur 4A facteur de B' sur B plus A' sur A. Et il y a aussi un terme en plus qui est un moins B' sur RA. On pourrait calculer de même toutes les autres R, θ, θ, phi, je vous dirai tout à l'heure pourquoi on ne le fait pas. On calcule tout ça de la même manière, on s'arrête ici, et puis on voit après que ça permet de déterminer vraiment facilement les fonctions A et B. En fait, vous ne voyez pas là que ça va être facile, mais je vous assure que ça va l'être. Ok, pause de 5 minutes.